Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en direct sur Bismart TV ou via vos box et en replay bien sûr sans modération via bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours cette même mécanique de marché qui s'installe depuis quelques jours maintenant dans le sillage de la séquence banque centrale de rentrée et les communications des grands banquiers centraux, les taux qui continue de progresser, une correction obligataire qui amène les taux longs aux États-Unis sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plus de 10 ans maintenant. On est à plus de 4,50 sur le 10 ans américain toujours et les taux européens qui suivent également le mouvement aspiré par la courbe américaine avec un 10 ans allemand qui se tient autour de 2,80% en cette fin de séance. Le dollar également est un actif clé sous tension aujourd'hui. Le dollar reste fort, très fort face à un nombre de devises importantes du G7 ou du G10. L'euro-dollar est passé sous 1,06 ces dernières heures. Et puis cette mécanique de correction obligataire s'accompagne d'une mécanique de correction des actions qui reste pour l'instant limitée, mais on voit bien que la pression sur les indices actions et notamment sur les actions à la plus longue duration, cette pression reste constante aujourd'hui encore avec une baisse de 0,5 à 1% pour les indices européens en cette fin de séance et des indices qui essayent de préserver d'ailleurs des niveaux techniques importants juste sous les 7100 points en l'occurrence pour l'indice parisien CAC 40. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Côme Dubois. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à la question de l'innovation sur les marchés boursiers et la question de la valorisation des entreprises innovantes cotées en bourse. C'est Anis Lalou, le directeur des investissements d'Aperture Investors qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos trois invités de Planète Marché, comme chaque soir, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés avec Côme Dubois qui nous accompagne. La Bourse de Paris accuse une nouvelle séance de baisse. Ce mardi, les marchés restent sur le coup des communications des banques centrales qui semblent tabler sur une période prolongée de taux d'intérêt élevés afin d'endiguer la hausse des prix. Du côté des États-Unis, les investisseurs redoutent toujours un scénario de shutdown avec la fermeture de certaines administrations fédérales la semaine prochaine en raison du blocage des élus républicains sur le financement du budget. Pour éviter ce scénario, les élus des deux chambres doivent impérativement trouver un accord avant samedi prochain. Du côté des valeurs, le luxe est à la peine ce mardi, sans doute un des secteurs les plus sensibles à la remontée des taux et aux problèmes économiques chinois. Kering et VMH et l'ensemble du secteur en Europe accusent désormais des baisses de plus de 20% par rapport à leur sommet des derniers mois. De son côté, Airbus progresse jusqu'à 0,8% au cours de la séance, après qu'Air France KLM ait annoncé son projet de renouveler sa flotte long courrier par 50 appareils A350 conçus par l'avionneur européen. La chute la plus importante de la journée concerne Carmat. Son titre a accusé une perte allant jusqu'à 50,7% au cours de la séance, après que l'inventeur du cœur artificiel ait annoncé qu'il pourrait manquer de liquidité d'ici la fin du mois d'octobre et qu'il pourrait ne pas atteindre son objectif de vente annuelle. Une autre information importante ce mardi concerne le secteur de la tech et Iliad, après l'annonce du projet de Xavier Niel, propriétaire du groupe technologique, de réaliser des investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle estimés autour de 200 millions d'euros. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois d'août. Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Côme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Braun de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Directeur associé chez Autingre Banque Privée et Jean-François Robin à nos côtés également ce soir. Bonsoir Jean-François. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis. Première question pour vous Jean-François pour entamer cette discussion de marché. Pourquoi est-ce que les taux longs américains, qui sont les taux directeurs, continuent de monter à ce stade? On est aux 3/4 de l'année 2023, qui est, contrairement à 2022, une année de désinflation. On arrive au point où les grandes banques centrales ont communiqué ces derniers jours et ces dernières semaines pour nous dire qu'elles étaient toutes au pic ou très proche d'être au pic des taux directeurs, la fin du resserrement monétaire, et on voit, avec un peu de vitesse d'ailleurs, des taux longs américains qui continuent de s'envoler et qui cassent d'ailleurs des niveaux
qu'on n'avait pas vu depuis octobre 2007. En fait, ce qui se passe, c'est que les marchés ont horreur je vais pas dire du vide, ou de la stabilité quelque part. Et souvent, on dit que quand on arrête d'intégrer, de pricer des hausses de taux, on price des baisses de taux. C'est binaire. Là, simplement, les banques centrales disent, écoutez, on est un peu un deal, on arrête de monter les taux. En revanche, on va les maintenir à leur niveau qui sont actuels pour un petit moment. Et donc, on voit des taux d'intérêt qui, du coup, sont plus tellement au bon niveau, puisque vous le disiez tout à l'heure, on a un taux, par exemple, 10 ans allemand qui est à 2,80, et vous avez les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui sont à 4,5%. Vous avez des taux 10 ans américains qui remontent vers les 4,5%, mais les taux directeurs de la Banque Centrale, ils sont à 5,5%. Donc pour que ces taux à long terme soient bien pricés, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des baisses des taux dans les 10 ans à venir et qui soient intégrés dans les prix. Et donc c'est ça qui est un petit peu en train d'être re-questionné. Donc ça entraîne évidemment aussi à la baisse les actions, vous le disiez très justement, puisque quand on compare le rendement des taux avec le rendement des actions, ça on peut faire, c'est assez facile à comparer. Aujourd'hui, vous avez plus à gagner à investir sur des obligations que sur des actions quelque part, ce qui est un petit peu un renversement. Donc évidemment, plus les taux montent, et moins c'est intéressant d'acheter des actions. Et donc ça fait baisser la valorisation des actions, et les comparables sont moins favorables. Donc on a ce mouvement-là de repricing. Donc la bonne question à se poser, c'est est-ce que oui ou non les banques centrales vont finir par baisser les taux? Est-ce qu'il y a une chance qu'ils remontent les taux? Nous, chez Natixis, on est assez persuadés quand même que c'est le statu quo qui prévaut. Et à partir du moment où on va avoir des chiffres d'inflation en fin de semaine, mais aujourd'hui, aux États-Unis, on est autour de 3,5 d'inflation. On vient de 9,2, donc l'inflation divisée par 3. Elle va probablement, d'ici à la fin de l'année, passer sous les 3%. Si vous avez des taux d'intérêt, des taux directeurs à 5,5%, des taux d'inflation qui sont autour de 3 et un taux de chômage qui remonte, il y a quand même de grandes chances qu'à un moment donné, la Banque centrale américaine finisse par baisser les taux en 2024. En revanche, quand vous regardez ça en Europe, là oui, c'est un peu plus compliqué pour la Banque centrale européenne de baisser les taux. On va là aussi avoir les chiffres cette semaine, mais on va rester sans doute un petit peu en dessous de 5%, on est en septembre, on sera difficilement en dessous des 4% en fin d'année. Donc il va falloir attendre très loin dans 2024 sans doute pour que la Banque centrale européenne baisse ses taux. Et donc là, votre 2,80 du Bund allemand, il est bas. C'est encore trop cher. Oui, enfin c'est pas. Le taux est bas, il est cher en obligation. Sur la partie américaine, quel est le bon taux long à 10 ans pour l'économie américaine? Le taux réel est à plus de 2% désormais sur la partie longue. Vous avez une économie américaine, et nous on pense qu'elle va quand même un peu ralentir. C'est toujours courageux de dire que l'économie américaine va ralentir. Souvenez-vous, au début de l'année, on nous promettait tous une récession américaine. Cette fameuse courbe des taux qui était soi-disant inversée, qui nous annonçait une récession. J'aimerais bien discuter avec ceux qui pensaient que ça avait un pouvoir prédictif. Encore une fois, 8 des 6 dernières récessions annoncées par... Et je crois que ceux-là même n'ont pas perdu l'idée que la récession arrive. Un jour, il y aura une récession. Oui, mais cette idée-là n'a été que reportée de trimestre en trimestre. Force est de constater que pour l'instant, on est plutôt sur un 2% de croissance américaine cette année. Donc on n'est pas du tout en récession, loin s'en faut, aux États-Unis. En revanche, à 2% de cette année de croissance, c'est quand même assez probable qu'on ait une croissance américaine plus faible que ça, pour plein de raisons, parce que l'épargne des ménages est déjà dépensée, qu'on a du taux de chômage qui remonte, qu'on a la fin du déficit budgétaire américain. Il faut juste garder en tête que le déficit budgétaire américain, en cet été, il est de 9% du PIB. On est à 6. L'année prochaine, il sera probablement flat, stable. Donc on a plein de moteurs de l'économie américaine qui quand même s'essouffleraient un petit peu l'année prochaine. Et donc ça laisse penser que les taux américains, les taux à 10 ans, je veux dire, il ne faut pas non plus penser que les taux vont rester là. Ils vont rebaisser. Et donc je pense que les taux américains, il n'y a pas de raison qu'ils aillent beaucoup plus haut que ça. Mais juste encore un mot, et je fais tourner la parole, mais sur la croissance américaine l'an prochain, la Fed a révisé, alors non seulement 2023, effectivement, tout le monde a été pris de court par la résilience de l'économie américaine jusqu'au moment où on se parle, mais ils ont quand même révisé aussi 2024 en hausse par rapport aux prévisions de juin ou de mars. C'est-à-dire que s'ils voient un ralentissement, c'est un ralentissement très modéré, très temporaire, et il y a même l'idée d'une réaccélération assez rapide de l'économie américaine pour 2024. Bon, d'abord, il faut regarder les track records. Qui suis-je pour juger la Fed? C'est une projection. C'est une projection. Les track records de la Fed sur les dernières années sont impressionnantes. Il y a un signal, ça envoie quelque chose. Mais je pense que la Fed a raison dans ce sens qu'on va avoir... Je ne pense pas qu'on aura une récession l'année prochaine. Simplement, quand vous avez un gros ralentissement, du chômage qui remonte, de la consommation qui baisse, une crise immobilière qui est quand même là sur un certain nombre de segments du marché, je ne vois pas comment et quelle est la nécessité pour une banque centrale, et là c'est l'ancien banquier central qui parle, mais pourquoi avoir des taux réels aussi hauts? Donc il va falloir qu'on ait une politique un peu plus neutre, donc probablement 100, 150 points plus bas qu'aujourd'hui. Bon.
Ils ont baissé leur prévision de taux de chômage aussi, c'est pareil. Ils Oui, voyaient enfin, 4,5, c'est 4,1. L'immobilier, on ne sait pas trop où on en est. Là, on a eu des indices de prix immobiliers qui nous montrent que en tout cas, les prix remontent peut-être un petit peu aujourd'hui. Si vous voulez acheter un mall commercial à San Francisco, ça vous coûtera pas cher. Ah oui, mais c'est San Francisco. Il y a une disparité Il y a d'autres géographique aux États-Unis qui fait qu'effectivement certaines zones sont encore sous pression. Virginie, sur cette idée de la résilience américaine, la question des taux, est-ce que ça implique pour les investisseurs actions, comme vous, bien sûr? Oui, alors non, mais d'abord sur les taux, moi je voulais préciser également que oui, il y a le discours des banquiers centraux. Ça, c'est clair que ça fait bouger les niveaux. Mais il ne faut pas oublier quand même que depuis 2-3 mois, on est sur un calendrier d'émissions qui est quand même très costaud. Et donc ça, il faut absorber. Et là, on en a jusqu'à, si je ne me trompe pas, tu vas me dire, mais jusqu'à mi-novembre à peu près, où ce calendrier est très chargé. Ouais. On peut espérer qu'après, il y ait moins de... Bon, parce que ça contribue, bien sûr. Ça contribue. Après, il y a beaucoup d'émissions qui n'avaient pas lieu en début d'année et qui se retrouvent aujourd'hui en fin d'année. En fait, quand vous êtes dans un marché où vous n'y voyez pas clair, que ce soit sur la croissance, soyons humbles, restons humbles. Sur la croissance, effectivement, cette économie américaine, elle est plutôt résiliente, mais moi, je la vois plutôt dans un processus de normalisation. Voilà. Elle est avec des différenciations. Et qui sont en train de se corriger. Il y a du wording aussi, on sait, il y a quand même des personnes qui, quand ils parlent, ça fait bouger le curseur. Donc, notamment le patron de JP Morgan, qui lui a parlé de taux à 7%. Pas plus tard. Il dit le monde n'est sans doute pas prêt pour des taux à 7%. C'est un worst case scénario qui décrit Jamie Dimon. Pour moins 5% non plus, mais oui, on peut tout dire. Il n'est pas prêt à 7%, effectivement, mais lui pense que déjà, je pense que sa lecture, c'est que la Fed est déjà allée loin. Parce que lui, il pense que ça va ralentir, que ça va freiner brutalement. Donc, en fait, restons humbles, on ne sait pas, on va voir. Tout ça intervient évidemment dans la période que moi je nomme toujours sans filet. Le sans filet, c'est quoi? S'il n'y a pas de publication. Et moi, vous savez, moi, c'est mon juge de paix, c'est les publications des sociétés. Et là, on va attendre le 15 octobre pour avoir les premières publications. On attend sur le trimestre prochain, sur ce trimestre, sur la publication, c'est raisonnable, c'est-à-dire que c'est des volumes qui sont en toute petite hausse, en séquentiel, à 1% du chiffre d'affaires. Ouais. Et puis, dans les earnings, c'est plutôt un repli de 1,5, 1,9. Donc, encore une petite baisse des résultats là, en séquentiel sur les entreprises américaines. Il y a quand même des secteurs où les marges sont sous pression, notamment la consommation courante, etc. Donc, voilà. Donc on est dans cette période où on regarde évidemment la Fed, les discours, les éléments macro qui peuvent être un peu contradictoires et contrariants aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et donc voilà, ça met de la volatilité. Après, la vraie question, est-ce que 4,5% sur un taux 10 ans, est-ce que c'est choquant ? Moi, je pose vraiment la question. Si je vous avais posé la question il y a 6 mois, Virginie, je pense que la réponse aurait été oui. 30 ans que je suis sur les marchés, évidemment, donc moi, c'est pas plus que ça, mais une fois de plus, on verra le juge. L'équation de Fisher, ce serait autour de 4, on y est. Mais je voulais rajouter 2 petits éléments, puisqu'on parle des taux d'intérêt américains, il y a aussi d'autres choses qui jouent aujourd'hui, pas seulement tout ça. C'est-à-dire que, d'abord, il y a beaucoup de hedge funds qui sont short sur le marché, qui jouent un peu, parce que finalement, le risk-reward d'être short aujourd'hui par rapport à de jouer la hausse des taux plutôt que la baisse, il est plutôt avantageux. Et puis, deuxième élément dont on parle peu, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs de treasuries dans les acheteurs traditionnels. C'est-à-dire que vous regardez les Chinois, ils ont vendu 400 milliards de treasuries depuis 2017. Vous regardez les Saoudiens, ils ont baissé leur réserve de change en dollars de 41%. Donc, on a quand même aussi... Japonais, ils ont arrêté aussi. Évidemment. Tous les acheteurs forcés, contraints de treasuries, insensibles au prix, n'achètent plus. En tout cas, n'achètent plus autant qu'avant. C'est des gens qu'on voit bien qu'il y a une espèce de, pas de dédollarisation du monde, mais en tout cas, un essai de dédollariser le monde. On verra où ça va. Nicolas, vos commentaires. Beaucoup de choses. Oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on parle... Enfin, les banques centrales, quand même, la Fed notamment, parle beaucoup plus de la croissance ou du risque de récession, mais c'est un peu la même histoire, quoi. On est moins focalisé, je trouve, sur l'inflation. Et... Le risque de récession, je permets de corriger ce que Jean-François a dit tout à l'heure, ça ne fait pas 1 an, ça fait 2 ans. Oui. 2 ans. Oui. Avant que la Fed ne commence sa première hausse des taux, qu'on a parlé du risque d'une récession américaine. Donc, force est de constater que 2 ans, il y a le grand écart, c'est le minimum qu'on puisse décrire
entre la réalité économique et les prévisions de marché. C'est plus qu'une question de timing. 2 ans d'erreur, ou 2 ans de report de la récession, c'est plus qu'une question de timing. Ceux qui ne changent jamais d'avis finiront un jour par avoir raison. Ce qui ne va pas dans le panorama, c'est qu'on évoque rarement ou jamais un scénario inverse. Parce qu'on nous aurait dit... La Fed, si. Nous tous, nous quatre, on nous aurait dit il y a 2 ans, il y a 1 an, que la Réserve fédérale, en remontant ses taux à 5,5%, ne provoquerait pas une cassure économique, on n'aurait pas mis un copec dessus. Donc, cette capacité à gérer, autant ils sont rentrés dans ce scénario, dans ce cycle de remontée des taux, en étant clairement behind the curve, autant maintenant, ils ont fait le job. Et l'économie réelle se porte pas mal. D'ailleurs, elle se porte tellement bien qu'on est autorisé, c'est du rêve, mais de se demander parfois si les bases d'un autre cycle ne sont pas en train d'être jetées. Alors sur la partie obligataire, dont je ne suis pas un spécialiste, mais évidemment, d'abord on est investisseur sur les obliges, et sur les actions, on est extrêmement dépendant. Il y a un truc qui ne va pas, surtout dans la musique qu'on entend ces dernières semaines, où beaucoup disent, on disait qu'il fallait avoir des taux longs américains à 3,5-4, donc à 4,5. Je me souviens en juin, 3,80, tout le monde était acheteur. C'était déjà un bon niveau pour acheter. Des normes asset managers qui préconisent ça, des géants. Ils disent là, il faut renforcer. Il faut doubler. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on avait dit que les taux allemands passeraient le 1%, ce serait vraiment un crying buy qui faisait se jeter dessus pour investir. Alors, ce qui cloche là-dedans, c'est ce qui est derrière. Le raisonnement simple qui est derrière, c'est ça ne se terminera pas une récession. But what if not? Moi, c'est ce que je vois dans les projections de la Fed. Je pense que la Fed nous dit où il n'y aura pas de récession, ou en tout cas, on fixe un scénario de croissance qui, s'il est pris à défaut, nous permettra peut-être justement de venir en soutien de la croissance, alors qu'on a été plutôt focalisé sur l'inflation depuis 1 an et demi. Donc 4,5 ou 4,5, comme Virginie, tu le laissais entendre, c'est pas super choquant. Est-ce que pour autant, ça donne envie d'en acheter? Alors, évidemment, avec un parti pris que vous connaissez, dans les niveaux actuels, si on veut du taux, on prend du taux court, puis on ne s'embête pas. À 4 en Europe, 5,5. Si c'est pour le rendement, on peut prendre du court. Et si on veut avoir du return au-delà de 4%, les actions, c'est bien. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas dit. On n'a pas d'opportunité. Bien sûr, il y a eu la hausse de juillet. La hausse de juillet. C'est fait en 10 jours, tout le monde était sur les résultats, ou déjà en vacances, et clac, ça fait un plus haut en août, et derrière, on s'ennuie depuis. Alors, on ne va pas faire le malin, le terme d'humilité a été cité tout à l'heure, c'est la règle d'or. Mais néanmoins, il y a des moments où il faut sortir du bois. Septembre, on approche de la fin, il faut absolument se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment de remettre du risque? Et chacun peut... Et c'est ça qui est le charme depuis Covid. Si on est value, on peut trouver des raisons d'en faire. Et si on est croissance, ce qui est évidemment mon cas, en dominante, on a aussi des choses qui sont à des prix d'achat. On va y revenir, Nicolas, mais sur les moteurs actions, effectivement, vous évoquiez les résultats l'un et l'autre, et c'est dans ces périodes-là où les investisseurs, les stock pickers, trouvent de l'information nouvelle pour juger de la valorisation bonne ou mauvaise, peut-être parfois des dossiers, des actions. Qu'est-ce qu'on a encore comme moteur pour les actions? Il y a eu quand même une énorme phase de rattrapage. On est passé de pessimisme extrême il y a 1 an, septembre-octobre, à effectivement toujours un peu moins de pessimisme quand même quand on a marqué de nouveaux sommets. Le rattrapage des résultats, etc., etc. Les profits devant les prix. L'investissement dans le cycle, dans la technologie, dans le... On sait que ça peut peser quand même l'investissement à un moment aussi sur les marges des entreprises et que la bourse a parfois du mal à... Grégoire, depuis 3-4 mois, on est très bas sur les rachats d'actions. Les programmes de share buyback, ils ne sont pas activés. Les seuls qui activent, c'est quoi? C'est en baisse de 20% sur un trimestre aux États-Unis au deuxième trimestre. Et même comparable sur les années. Et même sur 1 an. Donc ça, alors évidemment, parce que... Ça, c'est un bon signe, ça?
moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Alors, il y a un signe financier derrière, parce que évidemment, quand on a des taux d'intérêt, parce que souvent, ils s'endettent pour faire le rachat d'actions. Il y a un montage financier. Bien sûr. Donc là, l'intérêt n'y est pas. Mais quelque part, si vous avez des sociétés qui ont des beaux bilans et que, justement, ils préservent cette capacité d'investissement, ça, c'est essentiel. Parce qu'il faut pouvoir saisir les opportunités. Et on a, comme par hasard, depuis 15 jours, on recommence à reparler d'IPO. On a quelques mouvements dans le M&A et pas des moindres. Quelques acquisitions aussi bien. On parlait tout à l'heure, effectivement, de... Donc le gros deal, là, c'est Splunk, c'est ça? Alors, il y a Amazon hier qui a annoncé Tropic, 4 milliards. 4 milliards. Mais c'est très intéressant ce qu'ils font, parce que quand on essaye de comprendre effectivement la stratégie derrière, un peu ouverte et tout, c'est assez percutant, moi je trouve. C'est très bien. Et oui, Splunk qui en taille dans la consolidation tech, dans les fusions-acquisitions tech, c'est le 9e dossier depuis 15 ans en taille. On se souvient d'un certain nombre de dossiers, donc c'est quand même assez... c'est Cisco qui rachète Splunk, 28 milliards. 28 milliards. Alors, on attend évidemment le jugement de l'autorité de la concurrence. Donc, ce n'est pas encore arbitré complètement dans le marché, puisque ça devrait se faire à des prix plus élevés que ce que ça cote aujourd'hui. Mais c'est assez intéressant. Donc, il y a des J'aime bien votre point. Moins de rachat d'actions. Oui. Vous, en tant qu'actionnaire, vous dites c'est bien. Moi, je préfère. C'est long terme. Ça dépend de quel côté vous êtes. C'est une réserve de valeur. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien construire. J'aime bien investir dans les sociétés qui vont construire, qui vont créer de la valeur sur le long terme. C'est plus intéressant que... je ne suis pas dans le momentum, le trading du momentum. Et le marché reconnaît ça? Parce que le marché a été drogué au rachat d'actions quand même. Le juge de paix, comme toujours, sur le long terme, le marché... Alors, le marché à court terme, non, il ne reconnaît pas forcément, mais à long terme, si c'est validé par la qualité des résultats, voilà. On a gymnastique financière et un investissement pour le futur, il n'y a pas débat. Et en tant qu'actionnaire, vous préférez aussi des entreprises qui réduisent leur rachat d'actions sans hésiter, pour investir? Sans hésiter. C'est une gymnastique financière où je me relue. Quand c'est un actionnaire qui veut se reluer, ok. Mais sinon, je vais détruire des actions. En fait, ça crée quoi? Ça ne crée rien. En fait, je ne sais pas quoi faire de mon cash. Donc ce message-là, il est moins porteur. Oui, et donc rationnellement, je le redistribue à des actionnaires qui, eux, sauront peut-être mieux utiliser mon cash que moi en tant que société. Ouais. C'est le principe des rachats d'actions. L'annonce, enfin je ne suis pas le spécialiste, et puis Virginie va mieux connaître de toute façon, mais l'annonce d'NVIDIA d'un méga programme de rachat d'actions à 1200 milliards de capitaux boursières, excusez-moi, mais si on n'a fait que la V1 sur une échelle de 15 versions de l'intelligence artificielle, pourquoi j'y rachèterais de leur titre qui a pris 300% en un an? Et le moteur de l'investissement, c'est crucial. C'est crucial. L'investissement, on parle évidemment du consommateur aux États-Unis, bien sûr, etc. Mais le moteur de l'investissement, c'est quelque chose de crucial dans nos économies. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'investissement, justement, là, dans les perspectives un peu macro qu'on peut avoir? Ça va être un moteur. Il y a du public partout. Tout devient hyper étatisé jusqu'à la moindre décision microéconomique aujourd'hui. J'écoutais Nicolas Plat, je disais, le moteur de l'économie américaine aujourd'hui, c'est de l'argent public. En fait, finalement, c'est juste que c'est du keynésianisme et que quand on pense à la Fed... Il y a du privé qui vient se mettre sur l'IRA aussi. Il y a beaucoup de ça. Oui. Maintenant, c'est vrai que si on parle investissement, pas public, mais privé, parce que le public, compte tenu de ce que des accords qui ont été passés pendant le plafond de la dette, qui vont être passés là pour le shutdown, etc., les élections qui se profilent, on sent bien que l'argent public va être moins... ils vont être moins prolixes d'argent public dans l'année 2024 et sans doute de 2025, on verra un peu en fonction des élections. Mais en tout cas, 2024, clairement, on aura moins de push de l'investissement public, il y en aura moins. En revanche, on a un formidable succès quand même de l'IRA, et pas seulement, je pense au CHIP Act, qui est le plan de développement des puces aux États-Unis. Ils mettent 50 milliards sur la table, et on est à peu près à 300 milliards d'investissements privés. Donc les TSMC, les Intel, etc. Donc ça marche bien.
notons qu'en Europe, on a mis 42 milliards sur la table et que les investissements dans les puces en Europe sont loin d'être ridicules, puisqu'on a Intel, TSMC, etc. On a aussi nos gigas investissements. Et le Japon fait de même, voilà, TSMC est aussi au Japon, etc. Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est quand même que l'investissement privé est en train, et là on parle de digital en fait autour de ces puces, mais songez à l'investissement dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, ce qui porte, nous dans le groupe BPCE, chez Natixis, on voit bien que la dynamique d'investissement, elle est toujours là. Et notamment, elle est encore là dans de l'investissement. Plutôt que elle est là dans les grandes usines, les gigafactories. On voit ça dans les statistiques. Et donc, on voit bien que l'investissement, à la fois dans le digital et dans la transition énergétique, fait que le niveau total de l'investissement au niveau mondial est en train de remonter. Et si on veut se projeter dans du marché, ça veut dire qu'on est quand même en train de changer l'équilibre entre épargne et investissement. Et ça veut dire que comme il y a une course à l'investissement, ça va faire remonter les taux d'intérêt d'équilibre. Ouais. Donc on est plutôt ça plaide pour des taux plus élevés. Pour des taux un petit peu plus élevés. Maintenant, évidemment, quand je vous rappelle que les taux avant, on était à 2, on est peut-être à 4, mais pas forcément à 7, quoi. Faut qu'on parle du... alors, Nicolas. Peut-être sur ce thème de l'investissement, qui va dans le sens... il ne faut pas que ça soit une idée fixe ou une obsession, mais d'un investissement quand même en action. C'est que l'innovation est partout. On a 2 années d'annonces. Sauf dans les statistiques, pour faire une blague. Mais... Oui, c'est comme la productivité, c'est ça, oui. On la voit partout, sauf dans les stats. Ça fait 2 ans qu'on annonce aux financiers, où les financiers se racontent l'histoire, mais enfin, le monde réel écoute ce que disent les marchés. Donc on annonce un ralentissement et qu'on annonce en plus une inflation élevée. Ce qui est formidable, c'est que les entreprises, presque partout, se sont remarquablement adaptées à ces contraintes-là. Et ce qui est tout à fait formidable, c'est que l'innovation, je ne sais pas si on a tous les 3 en mémoire une entreprise qui nous a choqués parce qu'elle coupait l'innovation. Elle ne coupe pas l'innovation. C'est un budget qu'on défend, qui est... Ouais. Et pour reprendre un sujet que Virginie a évoqué tout à l'heure, on commence à voir de nouveau du M&A, des fusions-acquisitions, orienté sur l'innovation. Pas simplement pour faire 1 + 1 = 2, je fais des synergies, ça c'est le monde bancaire ou d'autres choses, mais il y a des choses très orientées sur l'innovation. Et donc, cette partie-là de l'histoire, c'est vertueux. C'est ce qui fait le succès historique des États-Unis et dont on a envie de s'inspirer. Parlons du luxe. Justement, ça nous permet de parler de l'Europe, puisque c'est un secteur poids lourd en bourse. En Europe, il n'y a pas de comparable, il n'y en aura jamais, évidemment. Le luxe, c'est la France. Le luxe est en bear market. Quand on prend alors un indice qui représente les 10 grandes valeurs du luxe en bourse en Europe, c'est un indice qui a perdu plus de 20% par rapport au sommet qui a été atteint ces derniers mois. L'emblème chez nous, c'est LVMH, qui a fait 20% de baisse en 2 mois, en 2 mois et demi, maintenant. Je savais que vous alliez provoquer. C'est une provocation. This is a provocation. Si ceci est un bear market, alors... c'est une baisse de 20%. Ceux qui ont vu les marchés depuis 30 ans... Non, mais pour un secteur comme le luxe, c'est plus rare qu'ailleurs, peut-être. Oui, mais enfin, vous prenez quoi sur le plus haut? Parce qu'un bear market... Ah oui. C'était sur un an. Non, c'est le sommet récent. C'est à 18 et LVMH est à 0. C'est pas un bear market. Ou alors, on a connu 150 bear markets sur Meta, Facebook et tant d'autres. Alors, néanmoins, ça baisse. Et ça baisse vite. Ouais. Ça baisse vite. C'est incontestable. Donc, le marché est forward-looking. Il est vrai qu'en septembre, la tonalité des acteurs est différente de celle qu'ils ont eue fin juillet. Hermès a parlé le dernier de juillet, le 29 juillet, le contexte était globalement bon. Alors, à regarder les cours, on se dit, le monde a changé. Alors, évidemment, comme toujours, quand on regarde l'immédiateté, ça n'a pas tant changé que ça. On en fait une caisse sur la Chine. OK, on a rêvé de la Chine au premier trimestre. On avait compris quand même au deuxième trimestre que les avions n'étaient quand même pas bourrés de consommateurs chinois pour acheter du luxe, et qu'après, en fait, c'était un pétard mouillé ou c'est une grosse déception. Sérieusement, depuis 2 ou 3 mois, la Chine n'est pas la source de nouvelles mauvaises nouvelles. Ouais. Les gens qui ont attendu que la Chine redémarre pour acheter du luxe, il y en a, ont eu le temps de partir avant.
Donc peut-être que l'histoire de septembre, c'est que ça cale ailleurs. Ça avait calé aux États-Unis avant le mois de juillet. Ça avait ralenti. Et maintenant, ça cale en Europe. Quelle que soit la D'accord. raison. Alors, donc ça se traduit par une baisse des cours et avec des révisions à la baisse des résultats qui est à l'œuvre. Là, tous les jours, il y a un analyste qui révise à la baisse. Ouais. Il y a même qui change d'opinion après 30% de baisse d'un titre, pourtant dont il faisait la promotion très active jusqu'au mois d'août. Je crois qu'il y en a un ce matin, ça s'appelle Richemont. On ne citera pas l'analyste. Et il va y en avoir encore sous le pied. Mais en termes de valo, ça donne une impression que la baisse est faite. L'ajustement, en fait, est extrêmement rapide, est en avance sur la réalité. Ce qui est important pour vos téléspectateurs, certains vont l'écouter aussi, sans avoir l'image, c'est que il me semble que les données derrière le luxe sont conjoncturelles, C'est-à-dire pas structurelles. Oui. Les moteurs derrière le luxe sont inchangés. La quête d'identité, l'appétence des jeunes du monde entier, qui est peut-être... Ça se transmet d'une génération à l'autre. Je ne sais pas, le monde change, le monde a changé. On vit peut-être des changements structurels qu'on n'a pas connus en 200 ans. D'une génération à l'autre, oui, il y a la confirmation que l'appétit Ça pour... ne se transmet pas, ça se diffuse. Ça se diffuse. Ça ne vient pas des vieux, ça ne vient pas des aînés. Vous allez à n'importe quelle exhibition sur le luxe, musée, il y a du monde partout. En Asie, il y a du monde partout. C'est encore au diapason du monde actuel. Ils arrivent à rester au diapason de ce qu'une nouvelle génération de consommateurs, dont on nous dit qu'elle aura des comportements différents, plus apeuses, peut-être plus attentives à certains sujets par rapport à d'autres. Ils restent au diapason de ça. Ce que le luxe, le vrai luxe français, franco-italien, incarne, c'est la qualité. Dans ce monde-là, le goût de la qualité, on peut le décliner sur beaucoup de secteurs où on parle de premiumisation, la qualité, l'identité. Difficile d'avoir une identité dans ce monde-là. Il n'y a plus de religion. Voilà. Je consomme sur des choses qui vont durer et qui auront une valeur en marché secondaire. Donc il y a aussi un peu d'investissement ou de spéculation. Il y a une valeur statutaire, il y a une valeur tangible. Et ça, ces données-là restent, je crois, très fortes. Donc après, il y a une baisse des cours. Il faut la mettre à profit, mais pas faire n'importe quoi. Parce que une des idées que je défends depuis un petit moment, à tort ou à raison, il est extrêmement important de se concentrer sur les meilleurs. Parce que la période est très discriminante. Vous avez des acteurs qui n'avaient pas de dette, qui ont fait des acquisitions, qui ont tout d'un coup 5 milliards de dettes. Il y en a un qui commence par un K et il n'a pas encore financé Valentino et Creed. Donc, avoir du cash, c'est absolument capital pour investir, attirer, trouver les meilleurs emplacements, pouvoir investir en promotion, en soutien des marques, pouvoir innover. Et puis un sujet qui est très vrai dans le luxe comme dans d'autres secteurs, attirer les talents. Et les talents, c'est pas que des créatifs qui font des shows à Milan. C'est extrêmement vaste. Techno, oui, retail, beaucoup de digital, de numérique aujourd'hui dans ces exactement. groupes-là, évidemment. Virginie, alors le luxe est on en parlait d'ailleurs avant en antenne, je veux bien qu'on en redise un mot on air. La premiumisation d'un certain nombre de marques, y compris dans le domaine du sport. Je voyais que Adidas aujourd'hui va tester pour voir l'appétit justement sur le segment haut de gamme ou très haut de gamme des chaussures de running à $500. Ça commence à devenir quand même, ça ressemble quand même à quelque chose qui est pas loin. Alors là, Du luxe dans le monde du sport ou du lifestyle. Les sneakers à $3000, vous en avez depuis un moment. Alors après, oui, mais là c'est du... Après Adidas, ils ont un problème de marque. Donc non mais on sent que ces moteurs du luxe que vient de décrire Nicolas, ça attire d'autres marques aussi qui ont envie de se positionner. Oui, alors après sur le vrai produit sport, il y a toujours eu cette facilité aux États-Unis de développer, d'innover. Et donc on a vu cette année effectivement des marques, alors c'est coté sur le marché américain, mais parfois c'est les baskets, Oka, donc qui appartient au groupe Deckers, qui avait déjà Hug. Donc il y a toujours... Mais souvenez-vous du succès de Lululemon. Moi, je sais que quand j'en parlais il y a 15 ans, on me disait quoi, Loulou quoi. Et voilà. Et c'est hors de prix.
Mais oui, mais c'est hors de prix. Non, mais moi, c'est ça que je trouve génial. Oui, c'est que c'est hors de prix. C'est hors de prix, mais c'est des produits de qualité et ils ont réussi à construire après une marque, une identité. Ouais. Et les gens, ensuite, une fois que c'est gagné, que vous avez... Alors après, il faut le préserver, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est immuable, hein. C'est très compliqué. Mais ça, c'est la beauté aux États-Unis. Vous avez des marques d'ailleurs qui sont tombées pratiquement en quasi-faillite et qui se réinventent. Bien sûr. On peut penser à Victoria's Secret. Je ne sais pas si elle va réussir à toutes les marques des années 90 de textile, on a bien vu le coup de balai. Donc, oui, ça, c'est sûr. Ça peut revenir. Mais ça marche en bourse aujourd'hui, dans un moment où on parle de pouvoir d'achat, d'arbitrage du consommateur, qui fait attention, etc. Il y a des dépenses pour lesquelles le consommateur, la demande reste... Tout le monde vit en basket, hein, donc il faut bien s'acheter une paire de baskets. Et comme elles sont toutes pratiquement au même prix, entre une Hoka, une On, une Nike et une... voilà. Donc, non, ça... Alors, je dis pas, il peut y avoir une inflexion, évidemment, un consommateur plus prudent et qui va pas... on vient de vivre 2 ans. Je sais pas, qui aurait besoin de faire un plein à la pompe, par exemple, voilà. Oui, mais ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un vrai sujet, c'est que le prix du pétrole... l'énergie, c'est ça qui nous a aussi mis, j'ai envie de dire, dans ce... Sous pression, oui. Là, depuis quelques semaines, parce que, évidemment, on est l'inflation, alors qu'on parle ensuite, on regarde le corps inflation, hors énergie, mais il faut bien comprendre quand même que l'énergie, si ça monte, même si on retire cette composante, on ne peut pas complètement la retirer de l'économie. Forcément, ça ruisselle, comme... Oui, non, mais ça génère des arbitrages, oui. Et dans toutes les chaînes de production. Alors donc, ça, c'est un point très important. Et moi, c'est la vraie question, c'est quand... Alors, on sait pourquoi ça a beaucoup monté. C'est pas tellement sur la demande, hein, d'ailleurs. Hein, c'est l'offre qui est... on a tourné les robinets, donc dans le mauvais sens pour nous, je pense. Mais c'est à quel moment... le robinet se retourne un petit peu en sachant qu'on sent que le prix va refluer. Donc ça, c'est un vrai critère dans l'équation qu'il faut surveiller. Parce que ça sera vraiment une bouffée d'oxygène et on peut imaginer que ça puisse être aussi un facteur de soutien dans les marchés. Sur la taxe pétrole pour les pays consommateurs, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Jean-François? Je regardais, alors pour donner un peu de perspective, aux États-Unis, 1 gallon d'essence en part du revenu disponible, c'est 2 fois moins que ce qu'on payait en 2008. C'est quand même une pression qui est... alors les prix sont élevés, mais c'est quand même une pression par rapport aux revenus disponibles des ménages américains qui est beaucoup moins importante que ce qu'on a vécu en 2008. Regardez l'énergie, l'essence dans le poids de la consommation des Français, c'est 2%. L'alimentation, c'est 16%. En fonction des revenus, ça peut monter jusqu'à 18% selon les catégories les plus pauvres, etc. Mais on est quand même sur un truc très très limité. Mais on le voit toutes les semaines. C'est fréquent, oui. Le plein. Donc il y a un sujet. Moi, ma lecture de ce qui se passe, c'est qu'on est quand même sur un oligopole et sur une organisation du marché, d'ailleurs, qui reflète un rapprochement des Russes et des Saoudiens, de l'éloignement des Saoudiens et des Américains, parce que voilà, ce que fait MBS, c'est justement totalement à l'encontre de ce que voudrait Joe Biden aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a plein de géopolitique là-dedans aussi, mais économiquement, que font ces acteurs producteurs de pétrole? Ils maximisent leurs revenus. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une accélération phénoménale de l'électrification des véhicules. On est sur un véhicule sur 5 vendu électrique en Chine, en Europe. On n'est qu'à 8% aux États-Unis, mais on est en progression de plus 70% des ventes, etc. Donc on sent bien que l'électrification du monde véhicule, il va être beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Donc moi, je pense qu'on va aller beaucoup plus vite que tout ce qu'on dit. Et donc ça, on sent bien que dans très vite, ça va peser sur les revenus des producteurs de pétrole. Et donc, on a intérêt à faire tant qu'on peut. Il y a une course de vitesse, pour les producteurs. Donc ça, on a vraiment ça, je trouve, qui est très, à mon avis, qui est vraiment très, très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que on voit ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que le pic du pétrole et du gaz, d'ailleurs, et du charbon encore plus. Dans 10 ans. Aujourd'hui, d'ici 2030. on a le photovoltaïque qui va être la première source d'énergie du monde dans les 3 ans. On pensait que c'était dans 10 ans, là c'est dans les 3 ans, tellement ça va vite. Et donc quand vous entendez ça, quand on vous dit que finalement le pic du pétrole, il va être dans la prochaine décennie, du gaz et du pétrole, ça vient beaucoup plus vite. Si vous êtes le producteur de pétrole, vous avez intérêt à vous décider. C'est un pic ou un plateau? Parce qu'un pic, pour moi, c'est que ça rebaisse assez fort. Pour former un pic, il faut que ça monte fort. De toute façon, la dernière goutte de pétrole, elle sera utilisée pour faire des Legos, pour faire du plastique, pas pour faire rouler des voitures qui n'auront plus du tout besoin de ça. En revanche, le deuxième truc qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avec un pétrole à 100,
Vous ne faites qu'accélérer le désir. Et moi, c'est pour ça que je suis complètement contre de subventionner les prix de l'essence aujourd'hui. Il faut subventionner les revenus. Mais vous devriez en profiter pour accélérer l'électrification des usages. Ça vous inquiète pas de voir, alors aujourd'hui c'est Rishi Sunak, mais enfin d'autres, de reporter des objectifs ou des deadlines sans remettre en cause le net zéro 2050, mais de dire l'interdiction des véhicules thermiques 2030, finalement, ce serait mieux que ce soit 2035. Moi, je trouve que c'est une erreur. Vous sentez pas qu'il y a l'idée là en ce moment que chacun essaye de repousser un petit peu, comment dire, de diluer un peu la transition dans le temps? Moi, je pense que celui qui va gagner. Vous nous dites que ça va aller encore plus vite que ce qu'on imagine. Bien sûr, et puis celui qui va gagner le marché, justement, c'est plutôt les voitures chinoises qui sont en train d'investir pleinement sur l'électrique. Aujourd'hui, de repousser les objectifs, vous rendez service à personne, ni à la planète, c'est sûr, mais ni aux producteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, les Allemands qui ont fait du lobbying de dingue pour repousser l'objectif d'interdiction des voitures thermiques à la vente en 2035, qu'est-ce qu'ils ont eu comme pushback? En fait, c'est que Volkswagen a dit, mais moi, ça m'intéresse pas. Je viens de mettre 50 milliards sur la table pour électrifier toute ma gamme. Donc moi, je veux pas du tout faire machine arrière. Donc les constructeurs, la plupart des constructeurs, mais regardez Stellantis, en même temps, ils cherchent à faire ils se laissent une petite part, mais un Stellantis, il est en train d'électrifier ses flottes, et d'ailleurs, on s'en félicite, puisque enfin, il y a des voitures électriques de Stellantis qui vont être produites en France. Donc il y a un truc un peu sympathique qui se passe. Surtout, il ne faut pas repousser ces objectifs. À tout point de vue, ce serait un petit peu contre-productif, je pense. On parlait d'innovation tout à l'heure, Nicolas. Ce qu'on décrit, l'avènement du véhicule électrique, ça peut changer le statut boursier des grands assembleurs européens, traditionnels. Ça peut le dégrader, oui. Ça peut le dégrader. C'est à l'œuvre. C'est comme ça que vous le voyez, alors. C'est à l'œuvre, c'est pas créateur de richesse. On n'a pas. Les marges automobiles, elles se sont jamais aussi bien portées qu'aujourd'hui, quand même, dans le secteur. Attendez. Oui, non, mais... Vous prenez quelques exemples et vous en faites pas une généralité. Moi, je crois, c'est un avis tranché, donc évidemment complètement contestable, que l'électrique n'est pas un produit qui correspond à une demande forte du consommateur, de l'utilisateur final, dont on parle d'ailleurs jamais. On parle d'une urgence, de c'est la demande de la réglementation, d'une injonction. C'est la demande réglementaire, politique. D'une décision politique. C'est ce qui semble guider les choses en ce moment. D'accord. Enfin, à la fin de l'histoire, en tout cas, nous, on est dans une sphère d'investissement. On va être très soucieux de est-ce que le produit qu'on propose correspond à une aspiration du client final. Sinon, il y a un moment donné où il va voter avec ses pieds. Il accélérera aussi la substitution ou l'arrêt de l'usage ou d'une acquisition d'un véhicule. Et puis il en aura quand même, parce que c'est ce qu'on entend sur le terrain, des gens qui en ont quand même marre et qui reviennent d'ailleurs. Il paraît que le marché du secondaire, du thermique essence est en train de remonter parce qu'il y en a quand même marre pour mes 4e vacances. Je m'arrête 1h30 pour recharger et quand j'ai un pépin, personne ne sait le réparer. Pardon, j'en fais trop, mais c'est pour dire que sur l'électrique... Non, mais ça montre bien qu'on n'est pas... Tout n'est pas encore prêt. L'industrie automobile... Ça, je l'accepte. L'industrie automobile européenne est rentrée dans un cycle où celui qui fait la loi est quelque chose qui nous fait fuir, c'est l'État, les politiques, les décisions. Trop de politique dans tout ça. Trop de politique. Vous ne maîtrisez plus l'équation. Mais pourtant, Nicolas, le luxe de la voiture, c'est Tesla. Et puis maintenant, c'est quand même 10 minutes pour 80% de recharge. La plupart des voitures électriques qui sortent, on n'a plus ces problématiques-là dans les nouveaux véhicules. Pour les 5e vacances en véhicule électrique, vous verrez, Nicolas. Et puis si en 700 km, vous n'arrêtez pas pour faire un petit pipi ou prendre un café, je vous félicite. Bon, après... Bon, il y avait... J'ajoute... Nous, on avait 25 ans, on entendait déjà qu'il y avait trop de constructeurs automobiles. Maintenant, en Chine, il y en a autant qu'avant dans le monde. Oui. Mais il y a plus de conducteurs chinois aussi. C'est le plus gros exportateur de voitures aujourd'hui au monde, la Chine, devant Toyota. Avant, ils étaient à vélo. En 2 ans, ils sont passés de 0 à je ne sais plus combien de centaines de milliers de... Il y a une offre pléthorique et Amstram qui va gagner à la fin. Et ceux qui maîtrisent la batterie. Oui. Il y a un leader mondial qui s'appelle CATL, qui est le plus gros producteur mondial de batteries électriques et qui travaille avec tout le monde. Je crois que Ford, dans je ne sais plus quel État américain, travaille en partenariat sous licence avec Apple. Qui fait le maillage des recharges qui fait le maillage des stations de recharge. Qui fait le maillage aux États-Unis, par exemple. Ouais. Il y a quelques acteurs. Il y en a un, oui. Ouais. C'est Tesla. Oui, Tesla. Oui, bien sûr. On a des bons câbliers français aussi. On a Vercor, on a ACC, on a des acteurs. On verra qui remportera les... Mais il y a plein d'acteurs qui ne sont pas encore cotés dans la distribution de bornes de recharge, etc.
Ouais. Bon, bah voilà, on s'arrêtera là-dessus, du coup. Bah oui, il faut. Qu'on le veuille ou non, le monde sera électrique. Mais qu'on le veuille ou non, voilà, c'est ça. D'une façon ou d'une autre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, Constance Associée, Nicolas Brault, Autingre Banque Privée et Jean-François Robin, Natixis. Parlons d'innovation dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Comment valoriser l'innovation sur les marchés boursiers? C'est le sujet de ce quart d'heure. Et notre invité qui nous accompagne, Anis Lalou, directeur des investissements chez Aperture Investments. Bonsoir Anis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Si on regarde les choses au moment où on se parle, septembre 2023, on voit un contexte de marché où les taux n'ont pas encore totalement trouvé leur équilibre dans ce nouveau monde, pour dire les choses. C'est pas le sujet de l'entretien, mais c'est important pour la question de la valorisation des entreprises boursières et notamment la question des entreprises les plus innovantes, celles qui ont des parcours exponentiels, celles qui ont des parcours de fusée, où les choses bougent tellement vite que on est toujours un peu à la traîne et regarder la valorisation de ces entreprises est parfois un exercice compliqué. Et on voit d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse développer cet exemple avec vous, Anis. On peut voir des entreprises, alors parmi les plus emblématiques du moment en matière d'innovation dans l'IA comme Nvidia, qui voient leur multiple de valorisation mais passer du simple au double et du double au simple en quelques mois. Exactement. C'est assez incroyable. Hein. Donc Nvidia, la dernière fois que j'étais là, on a parlé d'Nvidia. C'est traité sur un PE de 60. Aujourd'hui, c'est un PE de 24. C'est la même entreprise. Hein. C'est la même entreprise. À la différence près, c'est que entre la dernière fois où on s'est parlé, donc c'était février-mars, et aujourd'hui, les fondamentaux de la société se sont améliorés, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, on a eu deux résultats assez extraordinaires, et au final, on se retrouve avec un bénéfice par action qui a doublé, et d'où le de-rating du stock. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit encore une accélération de déploiement de l'IA. C'est ce qu'on voit. Hein. C'est pas une course, c'est pas un marathon, c'est une course. Qu'est-ce qu'on voit par ailleurs? On voit beaucoup plus de LLMs. Hein. Avant, on n'avait que ChatGPT. Aujourd'hui, on a Llama 2, on a même des modèles Abu Dhabi, Falcon 40, Claude 2, et aujourd'hui, on vient de voir Amazon qui a mis 4 milliards encore sur la table. Donc ça continue à être une course. Et donc, en face de ça, quand on voit qu'il y a des fondamentaux qui sont en train de s'accélérer et des multiples qui sont en train de se comprimer, bon, vous l'avez mentionné au début, il y a ce phénomène de taux et de rebalancement, mais effectivement, c'est intéressant. C'est sans doute des opportunités quand on pense au valo de ces actions qui typiquement ne sont pas bon marché. Ouais, c'est ça. Oui, parce que 24 pour une boîte de croissance, d'hyper-croissance, c'est pas très cher. Hein. C'est des multiples soutenables pour plein d'entreprises aujourd'hui. Et donc, c'est pas encore la fin de l'histoire boursière de l'IA, parce que le marché boursier, notamment, a toujours un peu cette idée de jouer le endgame très vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre en jeu, alors je sais pas comment c'était avant. Avant, peut-être qu'on attendait de vérifier mois après mois que les opportunités se matérialisaient et donc le cours de bourse progressait de manière peut-être plus linéaire, plus graduelle. Là, les choses vont très vite. Le marché joue tout de suite la fin de l'histoire. Mais vous dites là, on est loin encore de cette situation sur le plan boursier quand on regarde un thème comme celui de l'IA. Je pense, oui, effectivement. Et ça me paraît, par rapport à l'historique, on est dans un bouleversement d'un point de vue technologique qui ressemble peut-être à Internet ou à l'électricité. Donc si on regarde, ces phénomènes typiquement prennent 8 ans. 8 à 10 ans, hein, c'est ce qu'on voit historiquement. C'est des cycles qui prennent 8 à 10 ans. Nvidia a parlé d'un cycle de CAPEX sur les data centers pour ne parler que des data centers, sachant que ça touche quasiment à tout, de 10 ans. Effectivement, on veut bien croire que tout va tellement plus vite aujourd'hui. Mais c'est difficile à croire qu'un cycle qui dure 8 ou 10 ans a déjà été joué sur un court terme. Je comprends. Surtout quand il y a un... bien sûr. Et quelques mois après, effectivement, ça fait 3-4 mois qu'on ne s'est peut-être pas vu à Nice, mais
pour un investisseur, et notamment dans les marchés publics, les marchés cotés, on n'est plus au stade où il y a seulement Nvidia, le fournisseur de pelles et de pioches. On trouve déjà un univers d'investissement investissable, mondial, qui commence à devenir intéressant, suffisamment profond également pour la partie boursière, j'allais dire, d'une allocation. Absolument. Et pas seulement mondial, mais j'ai aussi envie de dire européen. Parce que pour fabriquer ces fameuses GPU, ces fameuses puces Nvidia, il faut tout un écosystème dans lequel des sociétés néerlandaises en Europe ou des sociétés italiennes et françaises sont extrêmement présentes, extrêmement fortes et renforcent leur part de marché. Donc elles se font des côtés aujourd'hui. Donc vous disiez le marché est en train de clôturer à moins 1. Elles se font des côtés dans un environnement où on est plus préoccupé par les ajustements de cycle qui sont peut-être aussi de manière tout à fait technique. Il faut par exemple que le 10 ans rattrape un petit peu le 2 ans. Il faut que la Banque centrale fasse son travail technique de quantitative tightening. Et donc, au fur et à mesure que ces choses se passent, effectivement, on peut avoir des petites... Mais ça, c'est une mécanique de marché. Ça remet en rien en cause le cycle de CAPEX, d'investissement qu'on a devant nous sur ces thèmes de l'innovation et celui de l'IA en particulier. On est en plein dedans. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir les deux partir dans deux sens différents. Les valorisations qui se compriment et les fondamentaux qui s'améliorent. Le jour où les taux, effectivement, bousculent encore un peu les marchés, alors en France et en Europe, c'est Xavier Niel, à travers Iliad, qui va mettre 200 millions d'euros d'investissement pour renforcer l'écosystème autour de l'IA. Bon, 200 millions, c'est à notre mesure, mais c'est pas rien non plus. C'est quand même... Il y a une volonté, il y a des acteurs privés qui ont cette volonté. Ce qui m'intéresse aussi dans l'innovation, c'est de voir ce qui se passe, par exemple, autour de la santé. On a beaucoup parlé des vaccins, ARN, etc. Il y a visiblement un nouveau champ d'innovation. Quand je dis nouveau, ça fait déjà quelques mois, voire quelques trimestres, même une paire d'années pour les acteurs innovants, de ce champ de lutte contre l'obésité. Qui est en train de changer de dimension. Et là aussi, on a peut-être quelque chose d'un raz-de-marée quand on sait les troubles, les dommages associés à l'obésité et le fait qu'on est aujourd'hui dans le monde développé une personne sur 4 en situation d'obésité au sens médical du terme et peut-être même 1 sur 2 quand on parle d'un marché comme le marché américain. Oui, l'obésité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non seulement ça change tout, mais je pense qu'on est vraiment sur des médicaments qui sont d'une nature tout à fait nouvelle. Ça prend beaucoup plus de temps de nos jours de développer des médicaments, d'où l'importance de l'IA d'ailleurs, pour reparler de l'IA, qui joue un rôle considérable en fait à accélérer la recherche pour les médicaments. Mais quand on trouve des nouveaux médicaments, aujourd'hui, ça a un impact assez important. Donc moi, je regarde ce médicament contre l'obésité, non pas comme juste un médicament qui fait perdre du poids, mais on a des études aujourd'hui, donc la fameuse étude SELECT, qui montre en fait que ça réduit les risques cardiovasculaires. J'ai envie d'aller bien au-delà que ça. C'est que le poids dans un individu est positivement corrélé souvent avec l'âge. On est sur des médicaments qui vont nous faire reculer dans l'âge et donc allonger la durée de vie. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on est en train de voir avec ces nouveaux médicaments et je trouve ça extraordinaire. Et vous faites un lien, c'est intéressant, IA et santé, IA et médecine, c'est deux domaines qui vont bien ensemble. Absolument. Le corps humain est plein de data. Et donc, connecter un petit peu, il y a quelque chose comme 10 000 pièces de recherche scientifiques qui sont publiées tous les jours. C'est impossible pour un être humain de lire toutes ces pièces de recherche, de les comprendre dans leur portée scientifique, alors qu'on sait les large language models, si on les entraîne bien, eh bien on peut lire toute la recherche, et non seulement lire la recherche, mais trouver et introduire des connexions et des zones d'intersection qui sont très difficiles pour un être humain de faire, à moins qu'il ne dorme pas ou qu'on fasse des équipes qui fassent que lire. Et donc voilà, c'est le genre d'application qui se prête tout à fait naturellement au déploiement du LLM. On revient sur Nvidia. C'est incroyable. On parlait de Novo Nordisk, bien sûr, je le cite. On a beaucoup parlé sur cette antenne, groupe danois qui partait de l'insuline et qui a développé à partir des mêmes molécules, effectivement, avec des dosages différents, des médicaments efficaces sur la perte de poids et sur le bénéfice cardiaque. Pour l'instant, en attendant d'autres études et d'autres bénéfices peut-être autour de ces produits. Il y a un Américain, Eli Lilly, qui est très présent également sur ce marché et du diabète et de l'obésité aujourd'hui. Plus globalement, à Nice, on va rentrer dans la période de publication des résultats des entreprises et effectivement, quand on voit le marché un peu secoué par cette mécanique de taux qui pèse sur les valorisations, on sent quand même que cette période de publication, elle va être importante pour retrouver un peu les fondamentaux des entreprises et évaluer un peu fondamentalement
les entreprises au-delà des mouvements de taux sur les marchés. Absolument. Qu'est-ce que vous en attendez, Anis ? Alors, comment je vois ça ? Moi, on repasse du macroscope au microscope. On va regarder les sociétés. Et déjà, le macroscope, on a vu que le marché réagit. Donc, il y a eu une baisse, il y a un point d'entrée potentiellement. Alors, pourvu que les résultats du troisième trimestre soient OK, tiennent, eh bien, ça devrait donner encore une fois une petite bouffée d'oxygène au marché action. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Bon, il y a des faiblesses dans des secteurs de la consommation. On voit une petite faiblesse dans le luxe, en relatif. Mais on voit par exemple que l'auto tient. Alors dans l'industrie, oui, on voit une faiblesse en Chine qui ne redémarre pas, mais en même temps l'Europe et les États-Unis tiennent. Donc bon an, mal an, on devrait avoir pas que des mauvaises surprises, mais on devrait avoir, à mon avis, des résultats qui tiennent à peu près et qui, encore une fois, mettent les spotlights sur la valorisation, sur le fait qu'il y a des niveaux attrayants pour rentrer. Mais quand on regarde le secteur auto en Europe, notamment, oui, les PE, les différentes métriques de valorisation montrent que... Alors, est-ce que la récession est au coin de la rue ? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour la valorisation de ces secteurs, il y a quand même quelque chose qui est déjà intégré, qui ressemble à une récession, ou en tout cas un gros ralentissement. Absolument. Et j'ai entendu... avec grand intérêt le débat qu'il y a eu juste avant moi. Tout le monde n'était pas d'accord sur l'auto. Voilà. Mais effectivement, ça presse pas mal de choses et ça presse aussi pas mal de disruption qui vient de la Chine, qui vient des batteries, qui vient des gens qui contrôlent les batteries versus ceux qui ne les contrôlent pas. Et je pense que tout cela est en train d'être digéré. Peut-être il y a trop de constructeurs, peut-être il y a eu du M&A qui va venir dans le futur. Mais en tout cas, effectivement, il y a un support de valo à un moment donné quand on a des sociétés, même en déclin technologique, quand elles produisent des free cash flow, c'est souvent intéressant de les mettre, soit de les séparer, comme le fait par exemple Renault, soit de les avoir comme target M&A. Oui, bien sûr. Et donc, vous dites, ces résultats vont révéler à nouveau des marchés un peu à deux vitesses. On va se refocaliser sur ces marchés très polarisés entre des boîtes, alors effectivement, qui passent de 60 de PE puis à 24, et puis on verra demain, et puis des boîtes qui restent collées avec des PE très très faibles, malgré des performances opérationnelles qui sont OK, comme vous dites. Effectivement, c'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Ça va commencer dans les prochaines semaines, les résultats. Je n'ai pas encore les dates précises, mais il y a déjà quelques publications aux États-Unis et puis ça viendra ensuite en Europe, effectivement, pour les résultats du troisième trimestre. Anis Lalou, qui était à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, directeur des investissements d'Aperture Investments.